collègues à la conférence. On parle dans un micro, mais c'est surtout pour la visio, parce que je pense que vous l'entendez dedans. Donc, nous sommes les ambassadrices du Master Management des institutions culturelles. Donc, je suis Rihanna Machouk et je suis Flore Martial-Lemaire. Donc, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Donc, le Master Management des institutions culturelles, c'est un master qui prépare au métier de la culture. Donc, la spécificité du master, c'est surtout l'alternance qui se déroule en 5e année. C'est une alternance qu'on effectue dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France. Donc, aujourd'hui, on a choisi le thème de l'international qui a été peu commun pour notre formation. Mais l'idée, c'est justement de vous montrer à travers donc, les 4 alumni et nos 2 invités que des parcours à l'international sont aussi possibles après notre formation. Donc, nous avons réalisé cette conférence métier en collaboration avec l'équipe d'insertion professionnelle de Sciences Po Lille et notre directrice de master, Madame Anne-Claire Beurté, qui est présente en visioconférence. Donc, pourquoi le choix du thème de la culture à l'international, enfin le choix de l'international en tout cas, c'est que c'est un thème qui est d'actualité puisqu'il est à l'agenda du ministère de la Culture pour cette année 2025. C'était intéressant d'en parler ce soir. Et vous vous rendrez compte donc avec nos alumni que c'est possible d'exporter notre diplôme en dehors de la France. Donc nous avons le plaisir d'accueillir 6 professionnels qui ont su développer leur carrière dans ce contexte. Ça permet d'exporter leur diplôme, certains donnent un aspect international à leur diplôme. Donc on a le plaisir d'accueillir 6 invités que je vais vous présenter rapidement avant qu'ils et elles prennent la parole. Donc, on a 4 alumni. Marthe Louise Benz, qui est issue de la promotion Jacques Brel de 2015 et qui est représentante et conseillère des artistes d'une telle indépendance dont je ne prononcerai pas le nom car c'est un mot allemand et vous le prononcerez 10 fois mieux que moi, mais qui est également directrice et chargée de production. Ensuite, nous avons Madame Marjolaine Bressan, issue de la promotion Georges Brassens en 2017, qui est responsable du sponsoring, du fundraising et des partenariats pour un théâtre et un festival à l'Aurac. Donc, c'est un festival qui se situe à la frontière franco-suisse, en Allemagne, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons Madame Mathilde Mangeot, qui est également issue de la promotion Georges Brassens en 2017 et qui est responsable de la programmation culturelle et de la communication à l'Institut français du Rwanda, donc à Kigali. Ensuite, nous avons Madame Juliette Vernier, issue de la promotion Eugène Ionesco de 2019, qui est chargée de projet art visuel, architecture et patrimoine à l'ambassade de France en Inde. Ensuite, on a 2 invités qui nous font le plaisir d'être là, malgré le fait qu'ils ne soient pas à l'Uni de Sciences Po. Je pense que c'est très intéressant d'avoir cette double dimension. Donc, nous avons premièrement Madame Charline Brua, qui est responsable des relations internationales à la Biennale de Lyon. Et enfin, nous avons Monsieur Yvon Figueras, qui est directeur de l'international, de la coopération internationale et de la production au Musée des Arts décoratifs de Paris. Et voilà, et tous les invités vont nous faire le plaisir de partager leur expérience autour de cette conférence métier qui va se diviser en 2 parties principalement. Une première partie durant laquelle il et elle vont se présenter environ pendant 8 à 10 minutes, nous parler de leur parcours, ce qu'ils ont fait depuis leurs études. Donc chacun aura vraiment son temps pour parler, il ne sera pas interrompu par des questions. Et ensuite, une fois que chacune se sera présenté, donc ça va prendre une petite heure pour tout le monde, et bien, il y aura un échange, une question-réponse, et donc vous êtes toutes et tous invités à poser des questions à nos intervenants et intervenantes. Et on recueillera les questions pour pouvoir les poser à toutes ces personnes qui nous font le plaisir d'être là et que nous allons écouter. Et donc, si ça vous convient, nous allons commencer par Marc. Voilà. Merci pour cette introduction et pour l'invitation. Alors, j'ai essayé de préparer un peu des choses à vous dire parce que j'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là en règle générale et encore moins en français. Donc moi, j'ai fait le Master MI que j'ai terminé en 2015. J'ai fait la filière franco-allemande. C'est peut-être, je vais
mettre mon chat par terre. Voilà, excusez-moi, les joies du télétravail. Et j'ai peut-être pour commencer, la première chose, je vais faire ça chronologiquement, j'espère que ça tiendra en 8 minutes. J'ai fait mon stage de fin d'études. À l'époque, le Master MIC n'était pas en alternance. On passait 3 semestres à Sciences Po et le 4e semestre du master, c'était un stage de fin d'études de 6 mois. Donc c'était en 2015 et pour moi, c'était au château de Versailles. J'étais chargée de programmation pour l'abonnement 1 an à Versailles. J'ai été chercher l'intitulé exact du titre. Donc c'était de la programmation culturelle dans le cadre de l'abonnement. Et ce qui était intéressant pour moi a posteriori, ce que je dirais 10 ans après, c'est que j'avais une grande liberté, ou on avait une grande liberté du point de vue des formats et des thématiques sur lesquelles on travaillait. Et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris des choses très concrètes qu'on n'apprend peut-être pas forcément dans le cadre du master. On apprend à faire des recherches pour des exposés, pour des séminaires, pour des profs, mais on apprend peut-être, enfin, j'ai appris en tout cas à appliquer cette compétence-là à la programmation culturelle. Comment trouver des intervenants sur des sujets spécifiques et comment avoir des idées innovantes et nouvelles de format pour sortir du cadre, on fait une conférence ou on fait une visite guidée dans le château. Euh, j'ai essayé un peu de réfléchir et de fouiller dans mes souvenirs pour vous dire un peu des choses concrètes sur comment c'était cette phase-là au château. Euh, C'était un rythme assez intense. Je pense que je devais travailler 40 ou 50 heures par semaine et je crois que je gagnais quelque chose comme 400 ou 500 euros par mois. Je ne sais pas comment c'est pour vous quand vous êtes en alternance ou si c'est des choses qui se font encore, des stages à 50 heures par semaine et 400 ou 500 euros par mois. Mais je dirais en tout cas que j'avais un rapport au monde du travail différent du rapport au monde du travail que j'ai aujourd'hui. Et j'étais assez fascinée par le château de Versailles, par l'équipe que c'est. Il y a 800 ou 900 salariés au château de Versailles. C'est quand même une énorme machine. Je pense qu'en France, quand on dit château de Versailles, voilà, tout le monde connaît. Pas besoin d'expliquer ce que c'est. C'était quelque chose qui me fascinait, le prestige du monument. Je pense que maintenant, c'est plus tellement le genre de lieu dans lequel j'aurais envie de travailler aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose de très intéressant pour moi. Après mon stage de fin d'études, donc pendant l'été 2015, j'ai fait des candidatures. J'en ai envoyé autant en France qu'en Allemagne. En septembre, j'étais en CDD pendant 1 mois au service études et marketing au château. Et après ça, au mois d'octobre, j'ai déménagé à Brême, donc où je vis toujours. Ça fait 10 ans cette année. Pour mon premier poste, que j'ai eu pendant 4 ans, donc 2015 à 2019, j'étais chargée de programmation culturelle et assistante de direction à l'Institut français de Brême, qui est une des 10 antennes de l'Institut français d'Allemagne, donc avec nos chefs à l'ambassade à Berlin, mais une direction locale à l'Institut à Brême. Le contenu de mon travail était le même, mais dans un contexte tout à fait différent du château de Versailles, puisque j'étais à nouveau chargée de programmation culturelle. Donc j'organisais, je définissais, j'imaginais des événements. J'ai cherché les chiffres, c'est vrai que c'était quand même énorme. On avait 120 à 150 événements par an, sachant que j'étais toute seule avec des stagiaires. Donc j'avais en plus de mes tâches du château de Versailles, aussi une gestion des stagiaires, du personnel. Et ces événements, c'était toutes disciplines confondues. Il n'y avait pas vraiment de focus par discipline. C'était principalement de la littérature, puisqu'on travaillait beaucoup sur la francophonie. Je pense que Mathilde, tu vas sans doute dire le même genre de choses pour l'Institut français du Rwanda, au final, que ce soit l'Institut français en Allemagne ou au Rwanda. J'imagine que les manières de travailler se ressemblent. Donc, littérature, art plastique, cinéma, musique, conférences et débats d'idées. Finalement, ce qu'on faisait le moins, c'était peut-être le spectacle vivant. J'étais du coup aussi responsable des partenariats, de l'accompagnement des artistes et des intervenants, de la gestion des contrats et du budget, de la logistique des événements, de la levée de fonds, de la communication interne-externe. Peut-être que vous entendez un peu dans cette liste, je faisais un peu tout parce que c'était une toute petite équipe. C'était vraiment l'opposé de Versailles où, alors je suis passée donc de 800 à 900 salariés. À Versailles, il y a vraiment un service logistique, c'est-à-dire que quand on organisait des choses, je ne soulevais pas une chaise. Même si j'étais stagiaire, j'écrivais à l'équipe logistique, il faudra m'installer tant de chaises dans telle configuration. Alors qu'à l'Institut français, j'avais euh, un autre statut. J'étais plus stagiaire, mais c'était quand même moi qui déplaçais les chaises. Voilà, c'était un peu. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux manières de travailler. C'est juste voilà, deux organisations différentes. Euh,
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce premier poste? Que j'avais beaucoup de responsabilités pour un premier poste a posteriori, parce que mon premier directeur, j'ai travaillé avec 2 directions différentes, pardon, et mon premier directeur me laissait vraiment une grande, liberté, dans mon travail, et une grande possibilité de prendre des initiatives. Mmh et dans ce cadre-là, les projets qui m'ont le plus passionnée, c'est les projets que j'ai mis en place moi-même. Ça paraît un peu logique et régulièrement, il y avait des projets qui venaient de ma direction qui forcément m'amusaient un peu moins parce que c'était pas forcément les sujets, qui me passionnaient. Voilà, je vois Mathilde qui sourit. Peut-être que tu connais ça aussi. Hem, C'était à nouveau une période très intense. Je pense que les 2 premières années, j'ai dû travailler 60 heures par semaine parce que 120 à 150 événements par an, toute seule ou à 2, c'est énorme. Là aussi, depuis cette époque-là, donc depuis 2016-2017, ma vision du travail a pas mal changé. Et je pense que cette phase où j'ai beaucoup travaillé, c'est ce qui a mené, un peu à ma lassitude de ce poste au bout de 2 ou 3 ans. Je savais plus trop quel était le sens de mon travail et surtout j'avais un peu des questions, sur, le sens de notre travail culturel. Je savais plus trop pour qui on le faisait. Le public de l'Institut français à Brême, c'est un public, de gens des classes sociales plutôt élevées, qui ont l'habitude d'aller au musée, au théâtre, au cinéma. S'ils venaient pas à l'Institut français, ils allaient dans d'autres institutions culturelles. On faisait pas une grande différence dans leur vie. Disons qu'ils venaient, ils voyaient un film en français, ils étaient contents, ils repartaient. Ça avait pas j'ai commencé à me poser un peu des questions sur, le sens de ce travail-là. C'est ce qui a je pense, c'est ce qui a principalement mené ça et un peu aussi la routine de ce travail-là qui a mené à ma démission au mois d'octobre 2019, septembre 2019. Et à ce moment-là, j'ai recommencé des études. J'ai fait une licence d'études de genre et de littérature et de linguistique allemande, et j'ai travaillé comme indépendante, entre octobre 2019 et mars 2020 pour un festival de jazz. Je gérais la coordination des 29 lieux de spectacle qui participent à une des soirées qui s'appelle Club Night. Hem, C'était très intéressant, c'était ma première expérience comme indépendante. J'avais jamais travaillé sous le statut d'indépendant avant, donc j'ai appris, plein de choses. Comment on s'organise quand on n'a pas un bureau où aller tous les jours et qu'on n'a pas des collègues qu'on voit tous les jours et qu'on est un peu, bien sûr qu'il y a l'équipe du festival qui est, salariée, les 29 salles et on est un petit peu, flottant entre les 2. C'était une manière tout à fait différente de travailler. Le festival a été annulé en février ou en mars, je sais plus, 2020 à cause du covid. Du coup, j'ai jamais vu le résultat de ce que j'avais préparé pendant 6 mois. Hem Et depuis septembre 2020, il y a eu un peu un trou comme ça, du coup, pendant le covid, où ici tout était fermé. Je pense que c'était un peu pareil en France. Il se passait pas grand-chose, tout était fermé. On se demandait un peu dans le monde de la culture, qu'est-ce qui va nous arriver? Et depuis septembre 2020, je suis salariée à mi-temps au Landesverband Freie Darstellende Künste. C'est alors j'ai cherché comment traduire. Association régionale des artistes indépendants du spectacle vivant. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui existe en France. On est un peu ce qu'on pourrait appeler un lobby ou un syndicat. Je pense que les 2 mots, se vont. On représente les intérêts des artistes de spectacle vivant, donc théâtre, danse, cirque, marionnette et cetera, vis-à-vis des politiques, locaux et régionaux, et on travaille aussi à l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc ça touche tout ce qui est rémunération, retraite, protection juridique, mode de financement des projets, qualification tout au long de la vie, et cetera. Et voilà, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre comme mot-clé? Ah oui, on a une délégation officielle du ministère de la Culture du Land de Brême pour assurer aussi le conseil de des artistes, sous le statut indépendant. Donc c'est la première partie, je pense que ça fait plus, référence au travail d'un syndicat, la partie conseil et la première partie représentation par rapport aux politiques, je pense que c'est plus ce qu'on appellerait un lobby en France. Donc ça fait 4 ans que je travaille pour le Landesverband. Je dirais que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'intersection parfaite entre le monde politique et le domaine culturel et artistique. On a une grande diversité des sujets sur lesquels on travaille puisqu'ils dépendent toujours de l'actualité. Pendant les premières années, c'était principalement le covid. Là, il va y avoir des élections en Allemagne dans quelques semaines. On est dans une crise, budgétaire assez importante. Enfin, en fonction des sujets d'actualité, le monde culturel est touché et donc c'est ça qui change nos sujets régulièrement. Il y a une grande diversité d'interlocuteurs aussi, en fonction de ce sur quoi on travaille.
Mais malgré tout, le Land de Brême, la ville de Brême, c'est 500 000 habitants, on a à peu près 200 membres, donc c'est une grande diversité d'interlocuteurs, mais quand même une scène qui est c'est assez facile. Au bout d'un moment, au bout de 10 ans, ça fait 10 ans que je suis là, je ne vais pas dire que je connais tout le monde, mais c'est assez facile de se repérer quand même et de s'orienter. Et l'autre partie de ma semaine, entre guillemets, quand je ne travaille pas pour le Landesverband, je suis toujours indépendante et je travaille comme directrice ou chargée de production, ça dépend des projets, principalement pour un grand festival des arts de rue qui a lieu tous les ans depuis 30 ans, 31 ans, c'est la 31e année, en juin, et qui accueille à peu près 6000 personnes par jour sur 4 jours. Euh, Ça, c'est un de mes gros clients, on va dire, parce que je pense que c'est comme ça qu'on dit quand on est indépendant, ils sont mes clients, je suis leur prestataire, je sais pas. Et en plus de ça, je travaille très ponctuellement pour des plus petites productions que j'essaie de choisir parce que au bout d'un moment, ça devient trop chargé. Ça fait des semaines trop chargées. Euh, Ça doit faire 8 minutes, non? Je sais pas. Sinon, je vous dis encore une dernière chose, parce que je la trouve importante pour avoir une vision complète de ce qu'est ma conception du travail dans le domaine culturel et artistique. C'est plus un hobby, parce que c'est pas vraiment quelque chose avec lequel je gagne de l'argent, mais j'ai repris un bar avec des amis en 2018 et on essaye de concevoir cet espace comme pas seulement un lieu de vente et de consommation d'alcool, mais aussi comme un lieu culturel ou plutôt subculturel. Et c'est un peu je sais pas comment, mon aire de jeu, parce on est organisé comme collectif, donc notre forme juridique, c'est une coopérative, mais on est organisé comme collectif, il n'y a pas de chef, on décide tous ensemble, enfin on essaie de décider tous ensemble. Et du coup, on n'a pas de frontières qui sont mises à nos idées. Bon, on a des frontières financières, bien sûr, mais à part ça, dans le travail culturel qu'on mène, on peut faire tout ce dont on a envie. Donc c'est aussi quelque chose qui m'épanouit beaucoup et qui est un peu ça complète mon travail salarié, mon travail d'indépendante. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, c'est super intéressant. Maintenant, on donne la parole à Marjolaine Bresson pour rester en Allemagne. Bonsoir à tous et merci également pour l'invitation. Donc moi, je suis Marjolaine Bresson, je suis de la promotion Georges Brassens 2017 où j'étais en cours avec Mathilde Mangeot. C'était de belles années et surtout, je suis arrivée pile au moment où Anne-Claire Berthet a mis en place l'apprentissage, ce qui a été une énorme opportunité, je dois l'avouer. Parce qu'on a eu la chance de bénéficier des premiers contrats et moi j'ai pu travailler au Louvre-Lens. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a encore des apprentis au Louvre-Lens, je pense, hein, mais donc moi j'étais au service mécénat et privatisation avec à l'époque ma responsable qui s'appelait Karine de Zombre et j'y ai passé tous les mois d'apprentissage et j'ai continué un petit peu ensuite. Donc ça c'est pour la première étape de mon cursus professionnel, même si pour faire un petit peu l'historique, j'ai d'abord fait une prépa littéraire, Hippocagne, Cagne, et Chartres, donc spécialité histoire. Et moi, c'était toujours un peu le patrimoine, les monuments historiques. Cette affinité pour l'histoire me conduisait vers la culture, mais plutôt côté patrimoine. J'ai ensuite fait une licence d'histoire à la faculté de Lille et j'ai intégré Sciences Po Lille avec le concours entrée directe en 4e année. Très, très, très motivée et comment dire, avec des idées bien claires sur ce que je voulais faire. Je voulais travailler pour un monument ou pour idéalement le Centre des Monuments Nationaux ou le Château de Versailles, voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite est arrivé le Louvre-Lens. Il faut savoir que moi, je viens de Lens aussi, donc ça avait du sens pour moi de travailler pour ce musée qui était encore tout neuf. Il n'avait même pas 5 ans. Et ça a été une belle expérience. J'aurais voulu faire mon apprentissage à l'époque dans les relations avec le public, mais on va dire que l'occasion ne s'était pas présentée. Et je me souviens d'Anne-Claire qui m'avait dit « Allez Marjolaine, c'est une porte d'entrée et c'est un bon moyen de découvrir de toute façon le monde de la culture. Donc, lançons-nous. »
Et c'était très, très, très intéressant pour moi pour plein de manières. J'ai beaucoup aimé le fait que Marc Louise parle aussi de son rapport au monde du travail, parce que pour moi, l'apprentissage, ça a été bien sûr des compétences, une première expérience, mais surtout, oui, me confronter avec le monde du travail, comment ça fonctionne dans la culture, quels sont les enjeux. Et ça a été des fois assez challenging, on va dire, et d'autres fois très, très formateur. Sauf que j'avais une petite frustration, c'est que je n'avais pas fait d'Erasmus, j'avais pas fait de stage à l'étranger. J'étais restée en France pendant tout mon cursus et ça me démangeait vraiment beaucoup, beaucoup. J'avais une envie d'aller à l'étranger, de faire mes armes ailleurs et de découvrir d'autres cultures aussi, tout simplement. Et c'est assez marrant parce que des fois, la vie est comme ça, pleine de surprises. Quand j'étais au lycée, c'était pas les langues étrangères ma force. Et même à Sciences Po, j'ai passé le rattrapage d'allemand, juste pour vous le dire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai passé un rattrapage et c'était en allemand. Donc, et c'est peut-être des fois les choses comme ça, les histoires, ce qui fait que je me suis dit, tiens, mais si l'allemand, c'est moi. Pourtant, ça m'intéressait vraiment, mais comme j'investissais pas assez de temps, ça... Et donc, je me suis dit, OK, tu as envie d'aller à l'étranger, j'ai envie d'apprendre l'allemand, parce que je pense que la méthode des bancs de l'école, pour moi, pour les langues étrangères, c'est pas suffisant. Donc, j'ai décidé de faire un stage avec une institution qui s'appelle l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Peut-être que certains connaissent déjà. C'est en fait une association franco-allemande qui s'occupe après la fin de la guerre, je ne sais plus quand elle a été fondée exactement, de proposer à la jeunesse française et allemande des occasions de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Et ça s'est développé. Au début, c'était assez, on va dire, des petits projets. Et maintenant, ils font ça dans plein de branches. Et il y a un programme qui s'appelle Jeunes professionnels en musée. Et donc, moi, j'ai candidaté à ce programme et j'ai passé 3 mois à Berlin, au Deutsches Historisches Museum, qui est le musée d'histoire d'Allemande de Berlin, en marketing et communication pour une exposition. Donc, j'ai aidé à démarcher, on va dire, les publics français en marketing, à faire un peu toute la communication autour de l'exposition pour le public français. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit, tiens, mon niveau d'allemand, c'est toujours pas ça. C'est intéressant, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Et à l'époque, donc, j'étais en stage, donc j'avais pas de travail. Et je me suis dit, bon, c'est encore le moment de se former. Et j'ai eu grâce à Pôle emploi, parce que quand on fait un apprentissage, ensuite, si on n'a pas d'emploi, on est aussi inscrit à Pôle emploi. Donc, j'étais inscrite à Pôle emploi et on m'a proposé une bourse de l'Union européenne pour faire des cours d'allemand. Je crois que cette bourse n'existe plus, celle que j'ai eue, mais il y a peut-être d'autres programmes qui proposent encore ce genre de choses. Et donc, mon plan, c'était d'apprendre l'allemand vraiment à un niveau vraiment professionnel pour pouvoir jouer cette carte. Et j'avais envie de travailler dans la culture dans un contexte international. Et pourquoi pas à Strasbourg, qui pour moi incarne vraiment la ville de l'Europe et de la relation franco-allemande. Et donc, je suis allée prendre des cours de langue à Freiburg, qui se trouve pas loin de la frontière, au niveau de Colmar, en fait. On est du côté allemand, mais au niveau de Colmar, en Alsace. J'ai pris 2 mois de cours d'allemand intensifs, ça a très bien marché. J'ai adoré l'émulation avec tous nos amis internationaux, parce qu'il y avait beaucoup de gens de toute l'Europe et du monde entier qui venaient pour apprendre la langue, qui avaient aussi des carrières internationales. Et voilà, encore une fois, j'avais dit que je restais 2 mois et maintenant ça fait 5 ans que je suis à Freiburg. Parce qu'en fait, un pas en amenant l'autre, j'ai dit, OK, je candidate à Strasbourg. Donc, j'ai envoyé des candidatures à Strasbourg. Par exemple, je me souviens, j'avais envoyé une candidature aussi au TNS, en développement des publics, Théâtre National de Strasbourg. Et j'avais en même temps envoyé des candidatures à Bâle, qui est la ville suisse à la frontière avec l'Allemagne, au sud de l'Allemagne, qui est une ville aussi très, très culturelle. Beaucoup de musées, beaucoup d'événements. Il y a aussi la Art Basel dans l'art contemporain. C'est plutôt musée. Et moi, j'étais toujours orientée musée. Et j'ai candidaté dans une association qui s'appelle le Museum Space,
Et en fait, ça a marché. J'y croyais pas du tout parce que j'avais pas encore exercé en allemand. Mais on m'a recrutée parce que j'avais les compétences grâce au diplôme de Sciences Po Lille quand même. J'avais eu des cours de marketing avec Apolline Loquet. Je ne sais pas si elle en donne encore dans le master. Mais elle avait aussi travaillé à Lille pour la carte, donc le pass musée de Lille. Et pas en amenant un autre dans les entretiens, voilà, ça a marché. Et heureusement aussi parce que c'était 3 mois avant le Covid. Donc évidemment, j'étais en poste à Bâle et est arrivé le Covid. Et vous imaginez bien tous les musées ont fermé d'un seul coup, sans crier gare. C'était un pass trinational, donc Suisse, Allemande, France. Et moi, je vais m'occuper de tous les musées allemands. Donc c'était un peu paradoxal parce qu'il y avait beaucoup de musées français, mais c'était notre collègue qui s'occupait des musées français. Moi, j'avais un poste de commercial un peu parce que je faisais ce qu'on appelle en allemand de l'Außendienst, donc j'allais un peu partout dans tous les musées et je faisais le lien entre la structure du musée et ses musées, tant au niveau financier que logistique, que communication. On organisait des événements aussi 3 fois par an. On avait des événements dans les musées. Et en fait, avec le Covid, toutes les missions que j'avais sur ma fiche de poste se sont un peu mélangées et ont changé un peu de visage parce que tous ces événements, on les a fait en ligne. Donc ça, c'était intéressant pour l'équipe dans le sens où on a tous appris comment travailler en ligne, comment on a développé, plutôt que d'aller dans les musées, on faisait beaucoup de conférences, on cherchait des moyens pour toucher notre public différemment. Et donc, ça a duré 2 ans. Et puis, c'était pas facile parce que le fait de parler, de travailler dans une langue étrangère, évidemment, ça crée beaucoup d'étapes qu'il faut passer. En fait, vous êtes un peu, pour moi, j'ai cette sensation-là comme un enfant qui réapprend les choses dans une autre langue. Donc, ça crée des fois beaucoup de frustration ou de moments difficiles, mais c'est ce qui est aussi pour moi intéressant. Je dois avouer que ce challenge de la langue au quotidien, je trouve que intellectuellement, pour moi, c'est très, très stimulant. Des fois, c'est horrible. Il y a des jours où c'est oh là là, je suis fatiguée, mon cerveau ne fonctionne plus, ou les mots ne me viennent plus. Mais après 5 ans à l'étranger, la langue, c'est plus trop un problème. J'ai vraiment appris à jongler entre les deux, à avoir beaucoup plus de tolérance aussi pour moi, enfin de me dire ok, c'est super ce que tu fais, et à utiliser ça comme une force, le fait d'être bilingue en fait, donc, et aussi d'avoir cette double culture parce que après cette expérience au Museum Space, je suis repartie en Allemagne, à la frontière avec Bâle. Maintenant, je travaille pour un théâtre. Donc, c'est plus les musées. Quelque part, c'est aussi intéressant parce que ça change tout simplement et c'est une autre réalité, le fait de travailler dans un théâtre de ville. Un théâtre avec une programmation très variée, donc de la musique, de l'humour, du spectacle, du théâtre. Enfin, il y a de tout et un festival de musique plutôt de voix en fait, de pop aussi, de tous les genres de musique, mais ça s'appelle Stimmen, donc c'est sur la voix, avec des grands noms de la chanson qui sont passés par là. Ça me permet de découvrir plein de choses, mais comme je suis à l'Eurart, j'ai cette carte où je connais les 3 langues donc, qui se parlent en Suisse. L'italien, l'allemand et le français. Et ça permet vraiment, pour moi, d'être un atout énorme pour cette structure parce que j'arrive à créer des partenariats avec les 3 pays. Donc, des fois, ça, c'est juste pour le côté carrière à l'étranger. Des fois, ça peut être un vrai défi d'être étranger dans un pays, hein, donc au niveau de la langue, au niveau des cultures. Mais quand on est à un poste où on a des responsabilités au niveau international, donc on crée des partenariats avec d'autres pays, où on est au niveau diplomatique, où on est voilà, en relation avec d'autres cultures, c'est aussi une grande force. Et c'est là que je trouve un équilibre, en fait, et comme dit aussi, une grande stimulation intellectuelle au quotidien, même si c'est parfois aussi voilà, des jours avec et des jours sans. Et je travaille toujours dans le sponsoring, ça j'ai oublié de notifier. Donc je fais tout ce qui est partenariat financier,
mais aussi des partenariats avec les communautés locales, avec la ville, etc. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, je pense pas. Mais je vous encourage à, comment dire, à suivre aussi vos envies, mais à bien vous renseigner sur le pays où vous allez. Merci beaucoup, c'est très enrichissant. On va faire un petit peu plus court pour les 4 personnes d'après pour avoir le temps un petit peu pour questions-réponses, donc plus 5-6 minutes, et désolée. Donc maintenant, on laisse la parole à Mathilde Mongeau. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Ok. Alors, moi, je viens de la même promotion que Marjolaine, comme elle le disait. J'ai fait le Master MIC en alternance à la Rose des Vents, qui est la scène nationale de Villeneuve-d'Ascq, en tant qu'assistante d'administration. Et c'était ce que je voulais faire. Moi, j'étais vraiment attirée par le milieu du spectacle vivant, donc j'étais très contente d'être dans cette structure. Et j'ai enchaîné avec, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après mon apprentissage, j'ai eu un CDI de chargée de production au Centre dramatique national de Strasbourg. Et ça, c'est vraiment une grosse chance. Je sais que c'est rare pour les personnes qui savent travailler dans la culture, mais voilà, j'ai tout de suite eu un poste stable et qui me donnait vraiment envie. Et en fait, j'ai fait ce métier pendant toutes les années qui ont suivi. J'ai juste changé de structure. C'est-à-dire que je suis restée 3 ans et demi dans ce CDN. Ensuite, je l'ai fait chargée de production, mais pour le Théâtre national de Strasbourg. C'était un CDD. Et j'ai enchaîné ensuite comme chargée de production pour le Théâtre national de la Colline, donc à Paris. Et c'était un métier qui me passionnait parce qu'en plus, au fur et à mesure des années, les théâtres étaient de plus en plus gros, donc avec des nouveaux enjeux, du renouvellement en termes d'échelle, en termes de budget, d'équipe et en termes d'artistes soutenus, parce qu'évidemment, la Colline ne soutient pas les mêmes artistes que le CDN de Strasbourg. Donc, en termes de production, j'avais l'impression d'avoir voilà, toute la palette de possibilités de chargée de production dans un théâtre public. Donc, c'était vraiment de très belles années, mais j'avais toujours cette frustration de vouloir travailler un jour à l'étranger. Et depuis mes études à Sciences Po, comme vous, je pense que Business France avait fait une intervention pour présenter les VIE et les VIA. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire, ça a l'air incroyable. Et en fait, cette envie m'est restée de mes 22 ans à maintenant. Et donc, quand j'ai commencé à sentir que j'avais fait le tour de mon poste de chargée de production, je me suis rendu compte que j'approchais les 29 ans, qui était l'âge limite des VIA. J'avais toujours postulé par-ci, par-là à des offres qui m'intéressaient particulièrement. Je n'avais jamais été prise, ne serait-ce qu'en entretien. Donc là, sur ces 6 derniers mois avant mes 29 ans, je me suis dit, je vais tout donner et comme ça, je n'aurai pas de regrets. Et donc, je pense que j'étais à la limite du harcèlement pour chacune des offres où j'ai postulé. Et je postulais absolument tous les VIA de chargée de mission culturelle dans tous les pays. Je me fixais aucune limite parce que ce que je recherchais, c'était vraiment l'expérience à l'étranger. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Déjà parce que j'ai fini par être prise en entretien et par être prise tout court. Et ensuite, à un pays qui était particulièrement intéressant parce que c'était 2024, parce que les relations France-Rwanda étaient en plein boom, parce que c'était les 30e commémorations du génocide. Donc, en fait, on était à un endroit où beaucoup d'enjeux diplomatiques se croisaient et où beaucoup de possibilités s'ouvraient pour l'Institut français. Et en plus, c'est un pays où il fait bon vivre. Voilà, j'avais aussi appelé d'autres VI qui étaient dans d'autres pays qui me disaient que c'était dur de finir les fins de mois avec l'indemnité de VIA, que c'était dangereux de vivre dans ce pays et qu'elles étaient coincées dans des compounds où elles n'avaient pas le droit de sortir. Moi, la fille qui avait mon poste avant, je l'avais eue au téléphone. Elle était heureuse et c'est ce poste-là que j'ai eu et je confirme que la vie est douce. Donc voilà, beaucoup de chance. Pour la petite anecdote, j'ai pris l'avion le jour
de mon anniversaire, le jour de mes 29 ans. Donc, pour toutes celles et ceux qui se demandent si ça vaut le coup de persévérer, si on ne vous a pas répondu depuis des années, oui, parce qu'en fait, ils aiment les profils âgés, ils aiment les profils avec de l'expérience, donc ils préfèrent embaucher des gens qui ont 27, 28 ans plutôt que des sorties d'études. Et donc là, en ce moment, ce que je fais, pour le coup, j'ai été assez surprise du fait que je n'étais pas prête, en fait. Je pensais que ces 6 ans, 7 ans d'expérience professionnelle m'avaient plus que préparée au poste de chargée de mission culturelle et de communication. En réalité, c'est très différent. Un peu ce que tu disais, Marthe, sur le fait que je venais de grosses structures où je ne déplaçais pas une chaise. Et là, tout d'un coup, on se retrouve seul à gérer toute la programmation culturelle d'un lieu avec énormément d'autonomie et de confiance. Donc, ça fait plaisir, mais c'est beaucoup de pression pour réussir à se fixer ses propres limites en termes de quantité de travail. Voilà, parce que moi, j'avais tendance à programmer le plus possible en oubliant que ça voulait dire qu'il fallait que je sois tous les soirs et tous les week-ends à l'Institut français. Et voilà, je trouve que c'est assez dur de se restreindre par rapport à ça. Mais voilà, je suis très contente d'être là. Là, ça fait un an et j'ai demandé le renouvellement, donc j'ai encore une 2e année. Et je sens que je suis beaucoup plus solide sur mes acquis pour affronter cette 2e année. Et pour faire rapide sur les gros enjeux du travail à l'étranger, de postuler à l'étranger, bah, c'est vrai que le VIA, c'est idéal parce qu'en fait, c'est facile. C'est-à-dire que vous êtes dans un cadre, on vous aide pour votre visa, vous êtes payé en euros. C'est beaucoup plus compliqué. J'ai des personnes autour de moi qui se sont lancées en freelance au Rwanda. Tout est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus patient et voir un peu ses ambitions à la baisse au début en termes de salaire et de projet. Alors que c'est vrai que partir travailler pour la France, et c'est pas un mythe, c'est la vie d'expat, quoi. Il y a, surtout quand on est dans des pays comme le Rwanda, alors qu'on est français, c'est quand même très facilitant. Et puis après, voilà, moi je sais que, enfin, par contre, il faut trouver le sens ailleurs. Ce qui a été nouveau pour moi, c'est que avant, je travaillais pour des structures qui relevaient du ministère de la Culture, et maintenant, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Et en fait, bizarrement, sur le papier, on pourrait croire que c'est un peu la même chose. Je travaille pour un lieu culturel, mais dans le sens qu'on donne à son travail et puis dans les enjeux, c'est complètement différent. Et pour moi, ça m'a enrichi énormément et je n'ai pas encore pris ma décision sur la suite. Est-ce que je vais continuer à travailler pour le ministère des Affaires étrangères, à travailler pour la culture à l'international, ou est-ce que je vais revenir à la culture pure, entre guillemets? Les deux ont leurs avantages et inconvénients, mais je pense que les autres aussi l'aborderont. Et puis voilà, la dernière chose passionnante, c'est l'interculturalité. Enfin, c'est travailler, voir des façons de faire totalement différentes, travailler avec des artistes qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes qu'en France. Donc, je pense que quand je reviendrai en France, si je reviens en France, je vais être enrichie de toutes ces pratiques-là et cette flexibilité, par exemple, qu'on a tendance à oublier quand on est en France parce que tout est tellement pesant. Bon, là, tout d'un coup, on se retrouve dans un cadre tellement autre que ça nous rappelle que le cadre dans lequel on est n'est pas une fatalité. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Merci beaucoup, c'est super intéressant encore une fois. Et donc maintenant, on laisse la parole à Juliette Verny. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, je suis diplômée de la promotion 2019, donc ça fait presque 6 ans maintenant. J'étais à l'époque en alternance aussi à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, où j'étais responsable de la commande publique et de l'art urbain, donc c'est-à-dire de l'installation d'œuvres d'art contemporain dans l'espace public. Et voilà, moi, ce qui m'intéressait depuis le début, c'était plutôt de mêler projet culturel, projet social et
et politique publique. Je suis plus sur le volet politique publique que sur le volet événementiel. Et donc, ce poste était beaucoup en lien avec le budget participatif. Donc, ça mêlait à la fois la gestion de projets sociaux et culturels qui m'intéressaient. Donc, ça a été une expérience assez enrichissante. J'ai appris beaucoup du point de vue des marchés publics, des chantiers dans l'espace public, de l'art contemporain. C'était un mélange assez fou. Et après mon alternance, j'avais par contre vraiment envie de retrouver un peu l'expérience Erasmus, de partir à nouveau à l'étranger et de travailler dans le réseau culturel français à l'étranger. Ça a toujours été une envie. J'avais déjà envie à l'époque de faire un VI, donc c'est ce que je fais maintenant comme Mathilde. En fait, j'avais peur de ne pas trouver, donc je ne sais même plus si j'ai vraiment cherché, mais j'ai directement embrayé entre l'alternance et une expérience en communication à l'Alliance française de Singapour. C'était un contrat local, vu que les Alliances françaises sont des associations de droit local. Un contrat local qui, au niveau des responsabilités, n'était pas peut-être le plus challengeant, mais qui avait l'avantage de me faire mettre un pied dans le réseau culturel français à l'étranger. J'étais chargée de tout ce qu'on peut imaginer du point de vue communication et aussi de l'appui à l'organisation d'événements. L'Alliance française de Singapour, c'était aussi le cinéma français de Singapour. Donc, on avait vraiment beaucoup de programmation au niveau du cinéma et au niveau de la photo. Voilà, j'étais aussi chargée de la promotion des cours, donc ça alliait aussi le côté un petit peu éducation qui m'intéresse. Je vais peut-être embrayer rapidement. Je pense que ce que je retiens de cette expérience, c'est plutôt le fait de travailler en anglais, ce qu'évoquaient déjà plusieurs personnes, mais moi, c'était ma LV2, c'était pas forcément la langue dans laquelle j'étais la plus confiante. Mais voilà, ça permet au moins de se dire qu'on peut travailler en anglais, surtout en communication. Et c'était une bonne expérience. Et je pense que ça m'a permis par la suite, donc 5 ans après, mais d'avoir un VI et en général une expérience de travail à l'étranger dans le réseau culturel, c'est quasiment un passeport pour avoir un VI pour ceux que ça intéresse. Ça, c'était en 2019-2020. Je suis rentrée en fait parce que c'était le Covid. C'était la mauvaise année pour être diplômée. J'ai bossé pendant 1 an dans l'éducation, dans une association d'égalité des chances pour les territoires ruraux. C'était à moitié un choix et à moitié pas, parce qu'en fait, trouver un emploi dans la culture à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Moi, je revenais de Singapour en plein milieu du Covid. C'était pas forcément facile. Et aussi parce que, comme je disais, les politiques plutôt sociales et éducatives, ça m'a toujours intéressée. Donc c'était l'occasion de voir autre chose. Finalement, je suis restée 1 an et je suis revenue à la culture. Et là, j'ai intégré l'ACCR, donc l'Association des centres culturels de rencontre, en tant que chargée de coordination. L'ACCR, c'est un réseau européen et un label du ministère de la Culture. Moi, j'adorais le projet, j'adore toujours le projet. Je vais essayer de le simplifier vu qu'il y a beaucoup de facettes. Et les réseaux européens, c'est un petit peu méta. C'est pas forcément ce qu'on connaît le plus, mais je pense que pour ceux qui veulent travailler dans la diplomatie, les projets culturels internationaux, il y a plusieurs réseaux européens qui existent et qui ne sont pas très connus. Et ça peut être une bonne entrée en matière, du moins si on est intéressé par les politiques publiques. Donc n'hésitez pas à creuser, il y a plusieurs réseaux qui existent. La CCR, en tout cas, c'est un label qui regroupait des lieux, donc des sites patrimoniaux, qui avaient perdu leur vocation première de châteaux, de cathédrales, d'abbayes, pour réutiliser les lieux patrimoniaux pour en faire des lieux culturels et sociaux et de projets éducatifs. Par exemple, on a la Cité des électriciens dans le Nord ou la Chartreuse de Neuville. Et peut-être aussi à la plus grande échelle, on a le domaine de Chaumont-sur-Loire, l'abbaye de Fontevraud, le château de Royaumont, la saline d'Arc-et-Senans. Voilà, donc c'est des projets, par exemple, de danse et de cirque dans des lieux de patrimoine industriel ou des projets de musique baroque dans des châteaux. Voilà. Et on a accueilli aussi des artistes étrangers et réfugiés dans les lieux patrimoniaux. On avait beaucoup de liens avec le territoire, vu que c'était principalement des lieux situés en dehors des grandes villes.
Donc c'était aussi une manière de faire rayonner plutôt à l'échelle territoriale la culture, d'avoir des lieux de rassemblement et de partage culturel dans des régions où parfois bon, c'était pas forcément très très développé. Donc moi, c'est des projets qui m'ont beaucoup parlé. Peut-être pour revenir sur mon poste, j'ai aussi connu différentes structures, différentes échelles de structures. Après des structures moyennes, là, on était 5, vu que c'est une tête de réseau qui, certes, le réseau contenait 40-45 sites patrimoniaux. Au niveau de la tête de réseau, on était 4 personnes, plus une stagiaire. Donc, c'était très formateur d'être coordinatrice du réseau. On se retrouve à faire à la fois tout ce qui est administratif, tout ce qui est lien avec le ministère, ce qui est lien avec les régions, ce qui est gérer les instances de gouvernance, donc c'est-à-dire les bureaux, etc., les AG, gérer la stratégie de communication, mettre en place des projets européens, des projets événementiels. Voilà, c'était vraiment très très riche du point de vue expérience, tout en ayant un cadre de travail très comment dire, facilitant, vu que 5 personnes, c'est plus facile de travailler ensemble. Voilà. Et j'en retiens un projet qui m'a beaucoup passionnée et dont les missions correspondaient vraiment à ce que j'attendais d'un travail, avec après parfois des avantages qui m'ont fait quitter le lieu, mais voilà, c'était très formateur. Et aujourd'hui, donc, je suis chargée de projet art visuel, architecture et patrimoine à l'Institut français en Inde, qui fait partie de l'ambassade de France en Inde. Donc c'est l'équivalent du SCAC, donc du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Inde. Voilà, moi j'étais à la recherche d'un VI comme Mathilde depuis longtemps. Je suis aussi partie pas loin de mes 29 ans, donc ce qui est la date limite. Et je voulais absolument partir en Asie du Sud-Est. J'avais pas forcément pensé à l'Inde, mais finalement, ça avait beaucoup de sens avec mon projet, et surtout de travailler sur des projets artistiques et patrimoniaux en Inde. C'est génial. C'est un pays immense où il y a plein de choses à faire. On travaille aussi en lien avec le Bangladesh, le Bhoutan, et il y a un seul institut français pour couvrir tout le pays, donc on se retrouve à travailler avec des régions très très différentes sur des projets extrêmement variés. Pour faire un résumé de mes missions, donc ça va aller de la gestion de résidences artistiques entre la France et l'Inde, donc à l'image de la Villa Albertine ou de la Villa Kujoyama pour ceux qui connaissent. Donc envoyer des artistes des deux régions dans chaque pays pour se former et s'inspirer. Ça va être accompagné des experts français qui sont missionnés dans le cadre de missions d'expertise en muséographie ou en rénovation de patrimoine, vu qu'il y a beaucoup de patrimoine français en Inde. Et aussi, l'Inde missionne la France qui est reconnue pour son expertise en matière de muséographie. Et ça va être aussi beaucoup de partenariats avec des institutions, des artistes qui veulent se rendre en Inde dans le cadre de foires ou de festivals, qui sont invités généralement, et du coup faciliter leur venue et faire en sorte de développer des projets de coopération avec les institutions indiennes. Voilà, donc moi ça fait 8 mois que je suis là, donc ça reste assez récent, mais c'est vraiment c'est très intéressant, c'est des projets extrêmement variés. C'est une équipe qui est assez grande, on est une 60aine, 70, je pense, à l'Institut français, donc c'est, je pense, assez différent du contexte de Mathilde. Même si, bien sûr, c'est pas que la culture, on est 7 en culture, mais il y a une autre institution, un autre département indépendant pour le livre et le débat d'idées. Donc voilà, c'est, je pense, des contextes très différents en fonction des instituts français, mais toujours un cadre interculturel extrêmement enrichissant et des projets, je pense, j'aurais pas pensé travailler avant sur ce type de projet. Merci beaucoup. Et maintenant, on va laisser la parole à nos 2 autres intervenants qui, pour le coup, travaillent en France, mais pour l'étranger, ceux qui ne les connaissent pas. Donc, on laisse la parole à Caroline Bourlois. Bonsoir, je vais essayer d'être assez succincte. Donc moi, je ne viens pas de Sciences Po Lille, mais de Sciences Po Grenoble. Peut-être rapidement sur mon orientation. Au départ, j'ai
j'avais beaucoup de difficultés à choisir, l'incertitude, aussi typique de ces études, un peu généralistes et j'oscillais vraiment entre, le choix entre l'international et la culture et puis en me disant que, finalement la culture était aussi, perçue comme un secteur assez précarisé où on nous disait qu'il y avait pas énormément de débouchés, et je me suis orientée de fait vers un premier master donc à l'IEP de Grenoble, autour des relations internationales et gouvernance urbaine. Mais en parallèle, j'ai, cultivé une passion pour les danses hip-hop, et les cultures urbaines, qui étaient, d'ailleurs assez mal vues, à l'époque dans mon IEP puisque j'avais demandé une année de césure pour faire une école de danse, professionnelle à Paris, sur 1 an, donc qui n'avait rien à voir avec mes études, mais qui était déjà finalement, en trame de fond, mon autodétermination finalement dans le secteur culturel, puisque je me suis, par la suite très rapidement spécialisée dans, l'étude des danses urbaines, d'abord d'un point de vue académique et puis, par la pratique aussi. Et après, 2 ans, dans le secteur de la gouvernance urbaine, je me suis réorientée, dans le secteur culturel en ayant bien en tête aussi le fait que sans diplôme, qui certifiait finalement, un diplôme de management culturel, j'aurais du mal à m'insérer dans le milieu culturel. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait un 2e master à l'université de Paris 8, qui s'appelait, alors je ne sais plus exactement le nom, mais c'était management culturel et parcours international. Et ce que j'ai retenu, surtout ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que pour entrer dans le milieu culturel, qui est un milieu effectivement difficile d'accès, et où encore aujourd'hui, je vois que beaucoup de mes camarades de promo ont ensuite bifurqué pour différentes raisons. Mais on m'avait dit donc d'une part m'autodéterminer assez rapidement, donc choisir un peu la discipline, le secteur dans lequel on voulait évoluer. Et moi, en l'occurrence, c'était assez clair que c'était le spectacle vivant et avec une spécialisation dans les danses urbaines. On m'avait dit aussi, et ça se confirme relativement aujourd'hui, qu'il fallait pas se décourager et s'accrocher et que finalement, petit à petit, même si on diversifie nos expériences, c'est le réseau qui fait beaucoup aussi dans ce milieu. Et donc alors c'est une lecture a posteriori, hein, c'est jamais exactement comme ça que ça se passe sur le moment, mais finalement, j'ai pris le parti de faire différentes expériences, dans le spectacle vivant, d'aller dans différents types de structures, des structures de taille variée, des petites, plus grosses, d'essayer le secteur privé, le secteur public aussi, et d'essayer de toucher à des missions qui balisent un peu l'ensemble du panorama, du secteur, donc à la fois de la médiation, de la communication, de la prod et du mécénat. Donc bon, c'est aussi les opportunités qui ont fait que, j'ai sauté d'expérience en expérience, mais pour le faire, assez rapidement, toujours en gardant en tête, l'idée de me spécialiser dans le spectacle vivant. J'ai commencé par un, stage au Centre chorégraphique national de Créteil, puis j'ai enchaîné sur une mission courte au département de l'Isère, donc plutôt secteur public, pour ensuite obtenir, le précieux Graal pour l'international, le VIA, au Brésil. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit, précédemment, sans faire le détail exact des missions que j'avais sur place. C'est, 2 ans qui équivalent, je dirais en tout cas moi, le ressenti que j'ai eu qui équivalent à 4 grande autonomie sur place, parce que l'interculturalité, et puis qu'on gère des budgets, qu'on donc de ce fait-là, c'est extrêmement formateur. Et puis ensuite, je suis revenue en France puisque, une fois que le VI se termine au bout de 2 ans, et j'ai poursuivi à la Fabrique de la danse, qui est une association culturelle à Paris, qui est spécialisée dans l'accompagnement, de l'émergence, de chorégraphes émergents, dans la danse contemporaine. Qui là a été une expérience douloureuse d'une part parce que c'était un retour d'expatriation que j'avais pas forcément anticipé. Et puis le retour à une réalité, culturelle, plus difficile dans le sens où, comme ce qui a été dit aussi, précédemment, c'est que dans le cadre des VI, on est, finalement sur une montagne de privilèges. On est payé en euros dans un pays où on a un niveau de vie bien plus élevé, où on touche à plein de responsabilités, et d'un coup, on revient en France, à un poste, équivalent mais moins bien payé, avec parfois, moins d'autonomie ou pas tout à fait les mêmes responsabilités. Et en l'occurrence, moi, dans l'association à Paris, qui a été très formatrice, mais j'avais,
c'était multicasquette, beaucoup trop de casquettes, beaucoup de tâches, et qui fait qu'on tient pas longtemps, à vrai dire, en toute transparence. Et puis moi, Paris, c'est pas du tout une ville qui me convient. J'avais besoin de revenir en Auvergne-Rhône-Alpes, d'où je suis originaire. Et donc j'ai enchaîné ensuite sur un CDD à l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble, aussi dans l'idée de prendre du recul sur le secteur, de revenir à quelque chose de plus proche de la recherche, puisque l'Observatoire des politiques culturelles, en 2 mots, c'est un organisme national, qui est basé à Grenoble dans l'optique de la décentralisation culturelle, qui a une vocation à la fois de formation des professionnels du milieu, mais aussi de recherche autour des enjeux des politiques culturelles. Voilà, donc j'y suis restée 1 an sur, notamment un programme, international, enfin franco-québécois, sur la, découvrabilité des contenus culturels en ligne, mais je vous épargnerai, l'explication du terme parce que sinon ça prendrait un peu de temps. Et à la fin de mon CDD, j'ai eu la chance, d'obtenir le poste, pour lequel, je travaille actuellement à la Biennale de Lyon en tant que responsable des relations internationales. Voilà, qui est un peu un concours, un heureux concours de circonstances puisque, il me permet aussi de franchir une étape et un cap dans le milieu culturel en termes de responsabilité, et qui me permet aussi finalement d'avoir une vue sur le monde en restant implantée en France. Et je crois que c'est ce que je cherchais puisque je n'avais pas nécessairement envie de refaire une expatriation tout de suite. Et en quelques mots, pour vous donner un peu plus de précision sur le contour de mon poste, c'est un poste qui, moi, me convient bien parce que finalement, il ferme la boucle par rapport à tous mes questionnements de début d'orientation quand j'étais à Sciences Po, puisque j'ai un poste qui est pas complètement lié à la production artistique, mais qui est quand même en lien avec la création artistique, et qui est le point de contact avec l'ensemble des représentations diplomatiques dans le monde. Donc concrètement, j'ai 3 grandes missions. La première mission, c'est de peut-être avant ça, j'oublie, mais vous savez peut-être pas ce qu'est la Biennale de Lyon exactement. Donc la Biennale de Lyon, c'est une association culturelle qui produit et organise 2 événements alternativement, 2 événements d'ampleur internationaux, la Biennale d'art contemporain les années, paires et la Biennale de danse les années impaires. Voilà, pour vous redonner un peu du contexte, avec une direction artistique séparée, c'est-à-dire que la direction artistique de la danse n'est pas la même que la direction artistique d'art contemporain et on a une direction générale qui chapeaute l'ensemble des 2 événements, avec une et pour vous donner un ordre d'idée aussi de la taille de la structure, on a une équipe de permanents de 23 personnes, qui peut monter jusqu'à 200 en période d'exploitation, donc pour la Biennale d'art contemporain, puisqu'il faut, recruter, des médiateurs, des médiatrices, gardiens, gardiennes et pour la production aussi. Donc c'est vraiment une structure qui a une taille variable, et qui en ce sens-là est extrêmement, intéressante. Et donc moi, mon poste est un poste, en transversalité, qui travaille avec tous les services, mais qui est assez isolé aussi, puisque j'ai en charge d'aller, chercher l'argent, pour les artistes internationaux que l'on programme. Donc là, c'est principalement le lien direct avec toutes les représentations, françaises à l'étranger et pas seulement, mais en l'occurrence les instituts français, les SCAC, pour pouvoir financer l'appui de ces artistes. Un autre volet Le deuxième volet important de ma mission, c'est aussi en collaboration avec la direction de mettre en œuvre la stratégie internationale de la biennale, vraiment à se repositionner désormais sur un rayonnement plus large, en sachant que qu'est-ce qu'on entend par stratégie internationale? C'est d'une part, la circulation des œuvres en art contemporain, puisque la biennale coproduit, environ 50 des œuvres qui sont présentées, que ce soit pour l'art contemporain ou la biennale de la danse. Donc finalement, on a des créations, chaque année qu'il faut faire circuler, et du côté de la danse, c'est aussi, de créer des résidences croisées, entre autres, avec d'autres institutions culturelles, dans le monde. Voilà, et puis c'est aussi, aller à la rencontre des autres biennales, de créer des projets de coopération, et puis de se faire connaître. Donc ça, c'est le deuxième volet de ma mission où pour ça, d'une part, je participe à l'élaboration de la stratégie et j'identifie aussi les déplacements internationaux de la direction, et je les organise. Donc j'organise, entièrement leurs déplacements. Parfois, j'y participe, et pour aller à la rencontre des institutions, culturelles à l'étranger. Et enfin, le troisième volet qui est là un volet un peu plus,
un peu plus terrain de coordination sur des projets spécifiques. Donc pour chaque biennale, on a 1 ou 2 projets identifiés en lien avec l'international que je pilote en particulier. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, donc sur la Biennale de la danse, on a un programme qui se veut innovant qui s'appelle Forum et qui réunit 5 curateurs et curatrices de régions extra-européennes. Donc on a Taïwan, le Mozambique, le Brésil, les États-Unis et les États-Unis, je viens de le dire, et le Brésil. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais enfin voilà, c'est des régions en dehors de l'Europe. Et l'idée, c'est que ces 5 curateurs et curatrices invités viennent mettre en débat les pratiques chorégraphiques aujourd'hui, et en lien notamment avec comment on fait de la programmation internationale aujourd'hui, comment on évite, on contourne les pratiques extractivistes, d'aller chercher un artiste international, de le faire jouer une fois et de le renvoyer dans son pays. Et donc ça va être, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais justement, je suis à la coordination de ce programme pour pouvoir créer des moments de débat, des performances aussi, pour venir questionner l'actualité du secteur chorégraphique à l'aune des enjeux écologiques, sociaux et identitaires. Voilà, je suis allée un peu vite sur mon parcours, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et enfin, du coup, on laisse la parole à Monsieur Yvan Figueras. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, alors moi, c'est carrément l'inverse de tout ça. Je n'ai absolument pas fait Sciences Po et je suis très éloigné de tout ça. Et je vis à Paris et je fais mon travail à partir de Paris. Je voyage pas mal et je vais vous expliquer un petit peu tout ce parcours et ce que je fais aujourd'hui. En fait, je suis diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême et j'ai travaillé pendant quelques années dans la communication. Comme vous pouvez le constater, je suis beaucoup plus âgé que mes camarades sur l'écran, donc j'ai un parcours un peu plus long, mais on va faire un petit peu plus court. Après quelques années dans la communication, il m'a semblé qu'il était important pour moi de me recentrer au niveau de mes aspirations personnelles, qui sont plutôt effectivement comme tous les gens qui travaillent dans les musées, proches du secteur culturel, du musée, des artistes. Et donc, j'ai décidé de faire un bilan de compétences et j'ai suivi un cursus assez court dans une école privée qui m'a permis d'effectuer un stage au Centre Pompidou. Donc, je suis arrivé au Centre Pompidou en tant que stagiaire. J'y suis resté pour travailler sur des expositions. J'ai eu de la chance, c'était une époque où on savait que quand on rentrait stagiaire, on allait pouvoir rester dans une grande institution pendant pas mal d'années. Donc, j'ai pas eu toutes les difficultés qui sont communes à beaucoup de personnes aujourd'hui lorsqu'elles veulent rentrer dans des grosses institutions et où on rame pour pouvoir garder les gens. Donc, je suis arrivé à un moment où la façon dont on travaillait sur les expositions, dans le milieu de la production, dans la façon dont on travaillait sur les expositions était en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on passait de quelque chose qui était très destiné à des parcours assez, on va dire, assez académiques et assez simples dans les musées, à quelque chose qui devenait un petit peu interactif. Ayant eu un parcours de graphiste, en fait, j'étais assez disposé à travailler sur des nouvelles méthodologies, sur des nouveaux parcours, sur des nouvelles propositions. Et donc, j'ai travaillé avec une personne qui est assez formidable, qui est Valérie Guillaume, qui est conservateur du patrimoine, et qui travaillait sur des expositions de design interactif. Et donc, nous avons fait tous les 2 mois, au niveau de la production et au niveau du commissariat, 2 expositions au Centre Pompidou qui étaient dédiées au design interactif. Alors, à partir de là, j'ai eu la chance d'avoir un contrat en CDI, puisque les expositions avaient eu un succès d'estime assez intéressant. Et à partir de 2005, donc, ça fait quand même pas mal de temps, j'ai évolué au Centre Pompidou. J'ai donc commencé chargé de production. Ensuite, j'ai passé un petit moment au niveau de la régie des salles de spectacle et cinéma, où j'ai été adjoint de la personne en charge de ce service. Et au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de revenir dans ce qu'on appelle au niveau de la direction de la production
le service des expositions. Là, j'ai été adjoint de la personne qui était en charge de ce service depuis 30 ans, qui s'appelle Martine Silly. Et quand Martine Silly est partie à la retraite 2 ans après, j'ai eu la chance d'être nommé chef du service des expositions et de tenir ce poste sur pratiquement 10 années. C'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à travailler sur l'international, puisque, de fait, la production des expositions impliquait de travailler en coproduction avec des institutions qui avaient la même typologie de programmation que le Centre Pompidou, et également travailler sur ce qu'on appelle les hors-les-murs, les HLM, donc des expositions qui sont faites à partir de collections. Donc, ces différentes typologies, itinérance d'exposition temporaire, HLM, hors les murs, à partir des collections, et aussi des accueils d'expositions, et aussi du travail sur des expositions qui ne sont présentées qu'à l'étranger, avec des artistes. Donc, une grosse typologie de projets qu'il fallait mener de front. Et sur lesquels, en fait, je me suis formé sur le tas, puisqu'il n'y avait pas vraiment... Enfin, on pouvait suivre des cursus de formation, mais qui n'étaient pas aussi professionnalisés et aussi aboutis que le vôtre. Mais en fait, c'est comme ça que je me suis formé sur le tas. Et c'est comme ça que je suis devenu, en quelque sorte, une personne un peu hybride dans ce milieu, qui fait que je travaillais à la fois sur la production d'expositions, mais aussi sur le développement international. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, le Musée des Arts Décoratifs, qui cherchait une personne qui était susceptible de tenir cette double casquette, est venu me chercher au Centre Pompidou pour me demander, pour une création de poste qui n'existait pas, qui est un peu plus, qu'on peut retrouver un peu plus au niveau international du côté des États-Unis, parce que c'est un modèle un peu anglo-saxon. Le musée des Arts Décoratifs, donc Sylvie Correa et Olivier Gabé étaient en train de restructurer le musée en 2019, et ils cherchaient une personne qui était susceptible à la fois de prendre la tête de ce qui était alors un service pour le transformer en direction, et développer au maximum cette capacité de présenter des expositions à l'international. Donc, je suis arrivé en 2019 au Musée des Arts Décoratifs, et à partir de là, on a commencé à développer, à structurer tout notre rapport à l'international, et à travailler sur des expositions. Donc vous avez peut-être entendu parler, mais vous étiez encore un peu jeune, en 2017, de la grande exposition consacrée à Christian Dior au Musée des Arts Décoratifs, qui a été le début de la présence à l'international des expositions du Musée des Arts Décoratifs en 2019. Donc, ils avaient pris conscience que c'était quelque chose qui était important en termes de représentation. Et donc, mon travail, ça a été effectivement, en termes de programmation, aux côtés d'Olivier Gabé en tant que directeur des musées, et aux côtés de Sylvie Correa, directrice générale, de travailler avec eux pour construire une programmation qui allait nous permettre à la fois de présenter des expositions temporaires à l'étranger, d'accueillir des expositions temporaires dont nous n'étions pas à l'origine, mais que nous allions pouvoir adapter au sein du musée, et aussi proposer ce qu'on ne faisait pas beaucoup à l'époque au Musée des Arts Décoratifs, des hors-les-murs à partir des collections, mais en tant que véritable exposition temporaire dans des lieux qui seraient présentés, dans des lieux qui pourraient les accueillir. Et là, on parle plutôt... Alors, avant le Covid, on était plutôt sur un développement. Les musées français développaient beaucoup dans les pays anglo-saxons et faisaient des coproductions avec l'Angleterre, avec les États-Unis. C'était assez commun, assez courant. Depuis le Covid, il faut savoir que ça se développe beaucoup plus vers l'Asie. Et d'ailleurs, on le voit, hein, au niveau des responsables internationaux présents au niveau du ministère, c'est vers l'Asie qu'on développe tous nos échanges actuellement. Et donc, ça nous a permis, effectivement, nous, musée, de faire des propositions et d'être en relation avec Taïwan ces dernières années, avec Hong Kong. Là, on développe aussi au niveau de la Thaïlande. Donc, on est en train d'avoir tout un parcours comme ça sur l'Asie, qui n'était pas un parcours très évident avant. Par ailleurs, et ça, c'est aussi intéressant dans mon parcours, parce que ça m'a boosté à partir du moment où j'ai pris la tête du service d'exposition au Centre Pompidou. On m'a demandé, il y a un groupe qui s'appelle l'International Exhibition Organizer, qui est un groupe international
qui est un groupe des musées à travers le monde, en fait, qui travaille sur toute cette idée de coproduction, de voyage des collections, de présentation à l'international d'expositions temporaires, de gros principes de collaboration. Donc, j'ai été contacté par l'International Exhibition Organizer pour faire partie de leur conférence et je suis rapidement rentré au niveau du Steering Committee pour être Membership Secretary et gérer toutes les admissions et gérer tout le groupe en termes relations internationales. Et donc ça m'a aussi permis d'investir un peu plus tout ce champ de l'international et de développer toutes ces actions qu'on a pu développer au Centre Pompidou, puis là, au niveau du Musée des Arts Décoratifs, puisque ça ouvre quand même le champ et des perspectives et l'accès à un certain nombre de personnes. Donc, ça permet de vraiment développer le réseau. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces témoignages très enrichissants. Maintenant, on va passer à une petite dizaine de minutes de questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Et dans ces cas-là, je pourrais passer le micro, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai juste une question. Je vois que vous avez tous et toutes commencé par travailler plutôt, enfin, pas forcément à l'international dès le début. Est-ce que c'est quelque chose que vous nous conseillez de faire, de commencer par se créer peut-être un réseau en France enfin, et de faire vos expériences en France et ensuite d'aller à l'international? Est-ce que ça risque de nous pénaliser de commencer directement des expériences à l'international après avoir obtenu notre diplôme? Tous intervenir, je mets juste votre micro. Moi, je pense qu'en tout cas, pour travailler pour le ministère des Affaires, en fait, ça dépend si on veut travailler dans la culture ou vraiment si c'est l'international qui nous intéresse. Mais je sais qu'en tout cas, moi, ce qui m'a énormément rendu difficile l'accès au VIA, c'est que j'avais pas fait de stage à l'étranger. Ou alors un tout petit pendant ma 3A qui n'ont pas vraiment pris en compte. Donc, en tout cas, pour travailler au MAE, si c'est ça qui vous intéresse, essayez au maximum de faire des stages pendant vos études dans des institutions diplomatiques ou à l'étranger, parce que sinon, ça va être un boulet à votre pied. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Oui, effectivement, enfin, en réalité, peu importe de commencer par l'international ou non, moi je sais ce qu'on m'avait dit, hein, en tout cas pour les VI, c'est qu'il faut qu'on puisse démontrer, et puis tout dépend les pays qu'on cible aussi, mais qu'on puisse démontrer une appétence déjà pour une culture étrangère et la capacité d'adaptation. Et pour ça, il faut une expérience, peu importe de quelle nature elle soit, mais une expérience à l'étranger qui démontre que l'on puisse rester plusieurs mois dans un pays qui n'est pas le nôtre. Voilà. Pour moi, je voudrais juste rajouter au niveau le réseau, comme quelqu'un l'a dit, dans la culture, c'est très important, enfin, dans tous les postes. Et c'est vrai que les choix sont réversibles, on peut toujours se réorienter, mais c'est vrai que plus tôt on pense stratégique, plus tôt on peut y aller. Et moi, par exemple, je ne suis pas dans un réseau diplomatique. Je travaille en Allemagne pour une structure allemande qui, par exemple, n'a aucune idée de ce que veut dire Sciences Po Lille. Enfin, en Allemagne, Sciences Po, c'est pas reconnu comme en France où vous avez votre diplôme, c'est une marque et on sait tout de suite ce que vous avez fait. Donc là, c'est le réseau et en fait, Sciences Po Lille m'a donné ces armes-là du réseautage, on va dire, de comment tout de suite, quand on veut quelque chose, on peut se renseigner et contacter les gens tout simplement. Enfin, faites ça en fait. Si quelque chose vous intéresse, contactez les gens et posez-leur la question, comment sont-ils arrivés là, qu'est-ce qu'ils font. Et ça aide très vite, surtout quand on est à l'international, qu'on n'est pas dans son pays. Ça demande beaucoup de ressources pour trouver un emploi. Et le réseau, c'est fondamental. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Bonsoir, merci d'avoir partagé votre expérience.
Juste, je me demandais si, pendant en exerçant votre métier, vous avez déjà regretté de ne pas être dans la création artistique pure, d'être artiste professionnel, entre guillemets. Charline, je crois que c'est une question pour toi. Bah, justement, moi, j'ai fait une école de danse, j'ai fait 3 ans d'école de danse. Un premier temps en temps plein, justement, et un autre en étant en temps partiel pour essayer de sécuriser l'aspect professionnel. Et finalement, c'est assez vite apparu. C'est-à-dire que je l'ai fait pour découvrir les langages artistiques, pour découvrir du point de vue des artistes, la culture à laquelle je m'intéressais en particulier, et pour aller à la rencontre d'une scène artistique. Et puis c'était aussi une forme aussi pour moi de développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Mais je savais que je ne me professionnaliserais pas parce que en l'occurrence, l'instabilité et la précarité du danseur était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Et puis au-delà de ça, j'avais ni le talent ni l'envie de poursuivre une carrière artistique. Mais je le sais que j'ai eu besoin de passer par là pour m'en assurer. Et finalement, là où je regrette pas du tout, c'est que ça m'a aussi donné d'autres armes. Ça m'a notamment ouvert l'accès à un autre type de réseau, un réseau beaucoup plus d'artistes qui aujourd'hui me sert à différents endroits dans mon métier et même personnellement. Donc non, je regrette pas, mais ça m'a permis d'assurer et d'affirmer ce choix que de passer par cette formation. Quelqu'un d'autre peut réagir? Moi, par exemple, quand je parlais de patrimoine tout à l'heure, ça reste une passion, l'histoire, le patrimoine. Et j'ai eu une petite période de chômage entre mon job en Suisse et en Allemagne, et je suis devenue guide indépendante aussi comme Marc-Louise. Donc j'avais un statut d'indépendante à côté parce que je voulais vraiment revenir à ça, en fait. Tout simplement être guide dans la médiation. Je parlais de relations avec les publics et ça m'a fait beaucoup de bien parce que pareil, j'avais l'impression d'avoir pris trop de distance par rapport à ça. Mais sachez que rien n'est jamais fixe. Enfin, si un jour vous sentez que le côté artistique vous manque vraiment, vous trouverez sans doute un moyen de le remettre en place dans votre quotidien. Et je pense qu'on est beaucoup dans la culture à faire ces métiers-là parce que, bah oui, on est passionné, on a envie d'être au contact des artistes. Et parfois, on a aussi cette casquette, bah oui, les gens qui font Sciences Po, ce côté, j'ai envie d'être dans la stratégie, j'ai envie d'être dans l'exécutif, de faire bouger les choses. Donc, souvent, vous êtes aussi bien placé pour avoir les deux visions. Et comme Charline le disait, vous pourrez toujours ajuster et tester un peu ce qui... Mais oui, on est beaucoup dans la culture, dans notre quotidien, à avoir aussi nos hobbies qui sont dans l'artistique, c'est sûr. Et peut-être juste pour rebondir effectivement sur ce que tu dis, Marjolaine, moi je le ressens d'autant plus maintenant à mon endroit où je suis au plus proche de la création, mais qui parfois je sens une perte de sens parce que je suis du côté de la production, du côté de la gestion culturelle, et c'est de toute façon des allers-retours avec la création artistique, que ce soit au contact des artistes ou nous par une pratique personnelle. Et je me raccroche à ça aussi quand moi parfois je me pose des questions sur est-ce que j'ai envie de continuer, pourquoi, et ben c'est de revenir aux sources et d'aller, je sais pas, à un battle ou aller prendre un cours de danse et voilà, et on se réaligne. Mais après, ça dépend comment on a décidé de se situer un petit peu dans le parcours d'élaboration d'un spectacle ou d'une exposition, etc. C'est pas parce que vous n'êtes pas artiste que vous participez pas au processus, en fait. Quand on fait de la production d'exposition, moi, puisque c'est ma spécialité, en fait, vous accompagnez en permanence des artistes, vous travaillez avec des gens que je ne citerai pas parce que ça n'a pas d'intérêt de faire des listes, mais vous travaillez avec des gens intéressants qui ont tous des défauts, des qualités, mais qui sont dans un processus créatif qui est toujours passionnant. Et vous êtes là pour les aider à créer, à proposer quelque chose en les guidant, parce que proposer et créer quelque chose, en fait, c'est pas un but en soi. Enfin, ça l'est pour eux, mais en fait, l'idée, c'est de proposer quelque chose pour un public. Il faut raconter une histoire, il faut que ce soit logique, il faut qu'il se passe quelque chose qui va permettre un dialogue entre un public et un artiste, entre un public et des artistes.
Et aussi derrière, puisqu'on parle de l'international et qu'on est là pour ça, c'est aussi concevoir des projets qui sont présentés une première fois, alors dans notre cas souvent une première fois dans la sphère française, parisienne, et ensuite être en mesure de les porter à l'international, toujours avec l'artiste à nos côtés, ou inversement, être aux côtés de l'artiste. Mais les deux cas de figure, d'ailleurs, se rejoignent. Il ne faut pas oublier que c'est les deux. Et tout ça, c'est passionnant. La créativité, elle est là aussi. C'est-à-dire que l'aspect artistique et la créativité, elle n'est pas seulement du côté de l'artiste, elle est tout autour de l'équipe qui va créer ce projet avec lui, en fait. Et il ne faut pas l'oublier, un artiste ne travaille jamais seul. Et on est là pour ça. Je suis complètement d'accord avec Yvon. Moi, c'est exactement l'expérience que je fais quand je suis chargée de production dans le spectacle vivant, parce que c'est mon domaine, c'est un contact très rapproché avec les artistes. Après, moi, j'ai pas jamais eu d'ambition comme a pu avoir Charline, ou peut-être comme a pu avoir Yvon avec les Beaux-Arts à Angoulême. J'ai jamais eu d'ambition, moi, d'avoir une pratique artistique à un niveau professionnel. Je pense que c'est une question assez intime que chacune doit se poser personnellement et y répondre, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose d'être sur la scène d'un théâtre ou d'exposer son travail en art visuel et d'accompagner les artistes dans leur production. Mais après, je pense que chacune d'entre nous, on a quand même si vous n'avez pas une pratique artistique propre, ça fait quand même partie de notre hygiène du métier, je pense. Je sais pas, moi, j'essaie d'aller au théâtre au moins une fois par semaine. Voilà, je considère que ça fait partie de mon travail, même si c'est pas mes heures de travail, mais je le fais aussi. Je le ressens pas comme une obligation. Plus j'y vais, plus j'ai envie d'y aller. Je pense que si ça continue comme ça, je vais plus faire que ça bientôt. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'est aussi une manière de vivre. Ah oui, est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est de trouver des terrains de jeu, peut-être en dehors de ce qui est votre travail, qui vous permet de payer votre loyer, qui bien sûr doit vous faire plaisir. Je pense que c'est un peu un truc que moi, je n'avais pas du tout en tête à 22, 23 ans. Je pense que c'est ça qui, 10 ans plus tard, fait un peu l'évolution que j'ai eue dans ma tête. C'est que, bien sûr, j'ai encore envie que mon travail me fasse plaisir, mais je vois de plus en plus que ce qui me fait encore plus plaisir, c'est le travail dans le domaine culturel qui est peut-être en dehors de ce que je fais, qui me permet de payer mon loyer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est un truc qui est devenu assez important pour moi dans ces 5 dernières années. Merci beaucoup. Malheureusement, on va être obligé de conclure parce que même si c'est très intéressant, puisque le temps nous est compté et le personnel de Sciences Po va fermer l'école, on avait une dernière question pour conclure justement en 2-3 phrases. Est-ce que vous pourriez chacune donner 1 ou 2 conseils aux étudiantes qui souhaiteraient justement travailler dans le domaine de la culture, mais plus pour ou à l'international. Je propose qu'on reprenne l'ordre de prise de parole du début. Oui, ça m'arrange pas. 2 ou 3 conseils. Alors, moi, j'ai pas du tout aimé entendre ça. Je sais qu'il y avait une alumni du master qui était venue nous parler, qui travaillait au Festival d'Avignon, Anne-Claire, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a 12 ans, et qui avait dit que dans son parcours, le hasard avait joué un grand rôle, et j'avais trouvé ça vraiment affreux à l'époque, mais elle avait raison. Donc peut-être, je sais pas, vous trouvez ça affreux, parce que je pense qu'on est dans cette période où on a envie d'avoir des stratégies, de se dire, voilà, je vais faire mon stage dans tel domaine, et je vais... voilà, et en fait, c'est bien d'avoir des stratégies, mais il faut... Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui a été important, ça a été de rester ouverte au hasard et de pas trop se fixer sur un truc et se dire, voilà, ça, c'est ce domaine-là sur lequel je veux travailler. Sauf si, bien sûr, vous avez une passion très importante. Je pense qu'il y a aussi ces gens-là. Moi qui étais un peu ouverte à tous les domaines, c'est pas mal le hasard qui a fait que j'ai atterri là où je suis aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Voilà, c'est qu'un conseil, mais comme on est pressé par le temps, je passe la parole. Alors, un conseil que j'aurais, Marthe, Louise a tout à fait raison, faut pas penser trop straight, comme on dit. Je dirais vraiment celui que j'ai dit sur le réseau, rencontrer des gens, contacter les gens qui vous intéressent au profil, n'ayez pas peur de ça.
les gens aiment bien parler d'eux, c'est ce que Anne-Claire nous avait dit. Et nous, on adore parler de nous aussi, comme vous voyez. Donc, n'hésitez pas à faire ça pour construire votre projet ou si vous avez des idées. Pour l'expatriation, parce que moi, je suis en Allemagne sans être passée par la diplomatie ou quoi, préparez bien l'expatriation dans un pays étranger, renseignez-vous sur le pays. Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous? Et peut-être, voilà, rencontrer des gens qui vivent déjà dans ce pays, des natifs, ou allez-y, même en vacances tout simplement, ou je ne sais pas. Mais aller vivre dans un autre pays, ça a des implications sur votre vie personnelle et votre rythme de vie. Donc, renseignez-vous bien là-dessus. Et investissez, donc moi, de mon côté, dès maintenant sur une langue, si vous avez un pays en particulier, anglophone, germanophone, etc. Et bonne chance et n'hésitez pas, allez-y. Merci. Alors juste, il reste 3 minutes, donc sinon peut-être une phrase ou je ne sais pas, pour pas que ça coupe. Désolée. Je dirais les mêmes conseils que Marjolaine et j'ajouterais ne pas avoir peur d'être un forceur, une forceuse, parce que il y a ceux qui sont timides et il y a les autres, et c'est les autres qui ont l'offre en fait. Oui, de la même manière pour les VI ou tout ce qui est réseau français culturel à l'étranger, pareil, ne pas hésiter à forcer et valoriser même les toutes petites expériences que vous avez pu avoir en lien avec l'étranger. N'hésitez pas à en faire des caisses. Vous, Charlie, Ah, c'était moi, oui, pardon. Moi, je dirais, laissez-vous le temps d'explorer. Moi, au début, j'étais un peu enfin, je pensais être un ovni parce que passionnée de hip-hop et en même temps, je passais d'un secteur à l'autre. Et finalement, tout prend sens au bout d'un moment. Enfin, c'est aussi du storytelling. Donc, la cohérence, elle se fait au fur et à mesure. Donc, il faut suivre aussi ses envies, ses intuitions. Et peut-être juste pour faire le pendant à ce que disait Marjolaine, préparer l'expatriation, mais préparer aussi le retour d'expatriation qui n'est pas souvent évident. Voilà. Et moi, je dirais, restez très, très ouvert et ne vous fiez jamais aux apparences. Et ouais, soyez pushy quand vous pouvez l'être. Mais quand vous êtes pushy, ça veut dire, par contre, vous connaissez votre sujet. Parce que si vous arrivez auprès de quelqu'un que vous avez forcé à recevoir et que vous connaissez pas bien votre sujet, ça va pas marcher. Donc, préparez toujours vos entretiens. Si vous êtes pushy, que vous connaissez bien vos entretiens et que vous êtes très ouvert d'esprit, logiquement, au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir, voilà. Et ça, c'est super important. Toujours l'esprit ouvert. bien, merci beaucoup d'être venu ce soir, enfin d'être venu en vidéo, mais merci beaucoup. En tout cas, on était vraiment ravis de vous avoir. Et merci à toutes et à tous. Merci à vous pour l'invitation et pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu.